5 secondes à peine dans le combat entre Dustin Poirier et Charles Oliveira. Dustin Poirier part sur son shift classique et on a directement vu que Charles Oliveira était préparé pour ça et il avait immédiatement des réponses. Premier exemple, du coup, après 6 secondes de combat, on a Dustin Poirier qui va partir sur son shift. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le shift de Poirier, c'est son classique. Quand il est gaucher, il va envoyer directement son direct en ligne. Il va passer de gaucher à droitier en shiftant. Et une fois qu'il sera passé droitier, il va envoyer son direct ou son overhand de sa main droite, de sa main arrière. Donc il fait partir 2 fois son bras arrière avec un shift entre les deux, ce qui le fait passer d'une garde à l'autre et ce qui lui permet de couvrir pas mal de distance. Et ça a surpris beaucoup de ses adversaires. Mais pas Charles Oliveira au début. Alors, on va regarder la première réponse de Charles Oliveira. Charles Oliveira voit le direct partir. Il va l'esquiver de justesse en partant sur l'extérieur de la frappe. Et dans la transition, donc au moment où Dustin Poirier est en train de shifter, donc ici il est passé en droitier, on a son pied gauche devant, son pied droit derrière. Il est en train de shifter, on va avoir un crochet du gauche de Charles Oliveira qui est en train de venir ici, qui va venir toucher Dustin Poirier. Et juste avant l'overhand ou le cross de Dustin Poirier, on a l'esquive. Donc on avait un Charles Oliveira qui était vraiment bien préparé pour Dustin Poirier. Bonjour à tous et bienvenue dans le Chris Decrypt. Cette semaine, on va voir le main event qui arrive à l'UFC 272 entre Charles Oliveira et Justin Gaethje. Il y a beaucoup de choses à dire. On en a déjà pas mal parlé dans le dernier Tsum Tsum. Ici, j'ai envie de rentrer plus dans le détail technique. Alors, on connaît Charles Oliveira, on sait que c'est un extraordinaire grappleur, il a énormément travaillé sa lutte, et en plus de ça, maintenant, il a un pied-point qui est extraordinaire à toutes les distances, que ce soit à distance de kick, il a des très bons kicks, très variés, les low kicks, les middle kicks, les high kicks, les front kicks, tout y passe. Dès qu'on se rapproche un peu, son anglaise devient de plus en plus dangereuse, et alors une fois qu'on est vraiment à une distance rapprochée, non seulement c'est dangereux pour l'adversaire parce qu'on est beaucoup plus proche et beaucoup plus à risque d'aller dans le département du grappling qui reste son département de prédilection, mais en plus de ça, son clinch est absolument monstrueux, les coudes, les genoux, c'est splendide, donc on est jamais safe contre Charles Oliveira. De l'autre côté, Justin Gaethje, tout le monde le dit, il frappe comme un camion, c'était ça un peu l'expression notamment de Khabib. Là où il est le plus dangereux, c'est à distance d'anglaise avec ses poings. À distance de kick, il a également ses low kicks qui sont très dangereux. Et il est difficile à cadrer, il est difficile à aller chercher le clinch contre lui et il est difficile à amener au sol, quoi qu'on en pense. Et donc on va voir ça sur la fin de la vidéo. Ici on va d'abord voir l'adaptabilité de Charles Oliveira face à Dustin Poirier, parce que c'était son dernier combat et ça valait vraiment la peine d'analyser ça dans les moindres détails. Donc, on vient de voir une séquence où Dustin Poirier était parti sur son shift classique. 6 secondes plus tard, toujours sous pression. Charles Oliveira, évidemment, qui met beaucoup de pression, qui met beaucoup d'intensité, qui met beaucoup de volume. On en avait parlé dans le Tsum Tsum. Forcément, quand on met une intensité de combat si haute, on a l'impression que sa boxe est perméable parce que forcément, il va se faire toucher. Dans tous les combats de MMA, on se fait toucher. Mais dans un combat de MMA où on est toujours proche de l'adversaire et qu'on cherche l'échange, ben forcément, on va se faire toucher. Tony Ferguson, c'est pareil, on a toujours dit la même chose sur lui, il était sur sa longue série de victoires et tout le monde n'arrêtait pas de répéter « Ouais, mais il se fait beaucoup toucher, il se fait beaucoup toucher ». C'est normal. Rob Font, ce week-end contre Marlon Vera, on l'a vu contre Marlon Vera, on l'avait vu contre José Aldo avant, il met un volume de jeu tel qu'il est toujours à distance de se faire toucher et donc forcément, il va aussi se faire beaucoup toucher. Donc, on revient à nos moutons. Charles Oliveira ici, après 12 secondes de combat, il va quand même se faire surprendre par le shift de Dustin Poirier, puisque à ce moment-là, il envoie juste un low kick. Donc on est en train de le voir envoyer le low kick en même temps que le premier direct de Dustin Poirier, qui va couvrir de la distance en passant droitier. Et une fois qu'il passe ici droitier, on voit d'ailleurs Charles Oliveira, il n'est pas encore revenu sur ses appuis, et il va se faire surprendre par le deuxième cross de Dustin Poirier. Boum, ça va l'envoyer sur ses fesses. Je dirais pas que c'est un knockdown, il n'avait pas l'air d'être sonné suite à ça, c'était vraiment juste, il envoie son low kick, il se fait surprendre par 2 frappes, ça le déséquilibre, il se relève directement. Quoi qu'il en soit, on l'a vu rentrer dans le combat avec une bonne
préparation à ses shifts, mais il se fait surprendre très très tôt dans le combat. Et donc là, on est littéralement quelques secondes après, et on va voir qu'il est bien rentré dans le combat maintenant, et il a d'autres réponses à ça. Donc, Dustin Poirier, en 16 secondes, troisième fois qu'il part sur son shift, c'est vraiment son classique. Là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un Charles Oliveira qui a vraiment les yeux ouverts, hein. Il est attentif à ce qui se passe. Oui. Bref, le shift de Poirier qui est maintenant en droitier, donc Charles Oliveira sait ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est le bras arrière. Et là, il va chercher le contre synchronisé. On voit toujours Charles Oliveira ultra concentré dans le combo. Le bras droit de Dustin Poirier qui arrive tout doucement, enfin, pas tout doucement, c'est parce que je suis au ralenti évidemment, et Charles Oliveira qui va sortir sa tête sur l'extérieur du bras et en même temps envoyer en ligne son cross à lui, et ça va faire un contre synchronisé. Donc là, on a vraiment l'esquive de justesse, le bras qui va passer juste à côté de la tête. Par contre, on voit le poing de Charles Oliveira qui est en bonne direction vers sa cible, et il vient toucher en ligne et stopper le shift de Dustin Poirier. Donc ça, c'était sa deuxième réponse. Sa première réponse, c'était le check hook suivi de l'esquive. Donc c'était entre le premier et le deuxième coup. Sa deuxième réponse, c'était de contrer de manière synchronisée le deuxième coup qui venait donc après le shift. Ici, on a une troisième réponse. Ça fait à peu près 1 minute qu'on est dans le combat. On a un Dustin Poirier qui part de nouveau sur son bras arrière. Le bras arrière, cette fois-ci, Charles Oliveira, il va chasser avec sa main arrière et en même temps sortir sur l'extérieur. Hop, donc le coup passe à côté de la tête de Charles Oliveira. On sait ce qui arrive, on sait que Dustin Poirier va maintenant passer en droitier et chercher son direct ou son cross de la main arrière, de la nouvelle main arrière. Et ce que va faire Charles Oliveira ici, il va arrêter de donner du terrain, il ne va pas reculer, il va rester sur ses appuis pour chercher le clinch. Donc ici, c'est pas un crochet qui va venir, c'est un genre de crochet pour venir chercher la nuque de Dustin Poirier et venir chercher le clinch. Donc ici, ce qui se passe, c'est hop, il vient chercher le clinch. Dustin Poirier, une des raisons pour laquelle il utilise ce shift, c'est vraiment, comme je dis, couvrir de la distance pour venir chercher loin un adversaire qui désengage. Étant donné que Charles Oliveira, sur le début de combat, il avait tendance à d'abord désengager avant de chercher son contre, Dustin Poirier s'attend à devoir aller chercher très loin et au final il se fait arrêter dans son élan. Malgré tout, il recalibre bien, il envoie son crochet du coup plus court, il ne va pas envoyer un cross ni un overhand mais un crochet serré. Ça va toucher, mais ce sera amorti par Charles Oliveira qui va venir chercher le double collar tie, le tie clinch, le corps à corps classique en boxe thaïlandaise, et puis il va envoyer son genou arrière dans les côtes de Dustin Poirier. D'ailleurs là on voit très bien au body language que ça fait un peu mal à Dustin Poirier. Donc de nouveau une nouvelle réponse. On repart. Dustin Poirier envoie son direct en ligne. Belle réactivité défensive de Charles Oliveira qui esquive sur l'extérieur. Et là on va avoir une très très belle adaptation de Dustin Poirier. Donc forcément, Dustin Poirier, qu'est-ce qu'il vient de subir? Il vient de subir un faux crochet pour venir chercher le tie clinch. Qu'est-ce qu'il va faire? J'aurais dû montrer ça avant. On va revenir à la séquence d'avant. Juste, désolé. Hop. Quand on vient chercher ici le clinch, il y a de l'espace pour passer en dessous du bras et éviter le clinch. Et c'est ça que Dustin Poirier va faire sur la séquence suivante. Donc on va avancer à la séquence suivante. Ici, Dustin Poirier sait ce qui arrive. Un faux crochet pour venir chercher le clinch. Il va l'anticiper. Et vous voyez, il passe juste en dessous. Ça, c'est vraiment superbe. Et dans le moment, Charles Oliveira s'en rend compte et c'est lui qui réadapte. Donc Dustin Poirier s'adapte à Charles Oliveira et Charles Oliveira s'adapte à l'adaptation. C'est absolument splendide. Quand on dit qu'il y a plusieurs niveaux en pied-point ou en lutte, en MMA, il y a plusieurs niveaux en MMA, c'est typiquement ça. C'est un jeu vraiment qui se met en couche. Tu fais ça, je fais ça. Donc tu vas refaire ça, je vais peut-être refaire ça, tu vas adapter pour faire ça. Et ben j'ai déjà une réponse pour toi. Et pour un grappleur de base, c'est absolument spectaculaire, c'est pour ça qu'il est devenu champion. On manque souvent de respect à Charles Oliveira parce qu'on l'a vu perdre. Et même dans cette dernière victoire, on l'a vu en difficulté, mais il ne fait que progresser. Et ça devient un produit fini, ça devient un produit qui se rapproche d'être, je ne vais pas dire imbattable, mais très très compliqué à battre. Bref, adaptation de Poirier, réponse de Charles Oliveira qui vient chercher le frame. Donc ici, le frame pour
récupérer un genre de clinch, mais par contre effectivement son genou droit va pas passer dans cette séquence-ci, donc ce qu'il fait c'est qu'il va passer en gaucher, il switch, hop, et maintenant qu'il est en gaucher, c'est son genou gauche qui vient toucher, et de nouveau c'est un genou qui fait plutôt mal à Dustin Poirier, on le voit réagir défensivement de douleur, comme quoi Charles Oliveira dangereux vraiment à toutes les distances, et notamment son clinch qui est extrêmement dangereux. Alors, de nouveau, on part toujours sur ce shift, ça a été vraiment l'histoire de ce premier round entre Charles Oliveira et Dustin Poirier, et j'ai juste envie de voir toutes les adaptations qui ont été faites du côté de Charles Oliveira, mais aussi de Dustin Poirier, pour montrer à quel point c'était un combat élite, et c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière aussi dans ce Chris Decrypt, c'est qu'on a une chance pas possible d'avoir ce genre d'athlète qui s'affronte dans la cage, parce qu'on a la crème de la crème du MMA, on ne sait pas ce qui va se passer, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on va kiffer. Alors, de nouveau, ce premier cross qui passe pas, Charles Oliveira qui passe à côté, et ce que Dustin Poirier avait fait juste avant, c'est passer en dessous de l'éventuel clinch qui allait arriver. Donc Charles Oliveira, comme il envoyait son bras gauche pour venir chercher le clinch, la réaction de Dustin Poirier, c'était d'abaisser sa tête. Quand un adversaire abaisse sa tête, quels sont les coups les plus utiles? On en parle souvent, ceux qui viennent d'en bas. Et donc ici, pour la peine, Charles Oliveira adapte son jeu et envoie un uppercut. Donc forcément, on a un Dustin Poirier qui envoie son direct, il se dit « Ok, je vais passer en dessous de la recherche du clinch de Charles Oliveira », il abaisse sa tête, et là, il y a une collision avec l'uppercut arrière de Charles Oliveira. Faire ce genre de choses en plein combat, c'est absolument merveilleux. Je sais que je me répète, mais c'est juste splendide. Ici, de nouveau, la même chose. Charles Oliveira, il y a le direct qui vient, il sait que Dustin Poirier va avancer, il sait que son uppercut vient de passer et que dernièrement, Dustin Poirier avait les bonnes adaptations, donc il va se dire, au lieu d'envoyer mon uppercut, maintenant je vais le bloquer dans son attaque et je vais directement venir chercher le frame qui avait bien fonctionné juste avant. Ici on avance et on voit un Dustin Poirier qui veut de nouveau passer en dessous, et Charles Oliveira qui anticipe et qui vient placer son frame. Une fois que son frame est placé, directement, à nouveau cet uppercut arrière qui vient créer une collision avec le mouvement de tête de Dustin Poirier qui se fait surprendre. C'est chaque fois il y avait quelque chose, on avait l'impression que Charles Oliveira avait un temps d'avance. Mais il était face à Dustin Poirier, ce n'est pas n'importe qui. Et donc c'est là où on voit que il y a encore des possibilités face à Charles Oliveira. Il commençait à prendre confiance en lui parce qu'il était venu bien préparé, il avait les réponses aux chiffres de Poirier, et franchement, ça payait pour lui. Mais il s'attendait peut-être pas à de bonnes adaptations du côté de Dustin Poirier, qui envoie son cross. D'ailleurs, son premier cross touche, ce qui était très rare. C'est ça peut-être qui a un peu perturbé Charles Oliveira, qui ici vient chercher le clinch de nouveau. Il vient reprendre une ancienne méthode qui avait fonctionné pour lui plus tôt dans le combat, en se disant probablement que maintenant qu'il venait de toucher 2 fois avec un uppercut, Dustin Poirier n'allait plus abaisser sa tête. C'est pas mal pensé en soi, mais il n'attrape pas bien le clinch. Okay, sa main, elle n'est pas derrière la nuque. Du coup, comme elle n'est pas derrière la nuque, que peut faire Dustin Poirier? Il peut reculer sa tête sans problème. Évidemment, si Charles Oliveira attrape la nuque, il a un contrôle de la distance et il peut envoyer son uppercut en étant sûr de le toucher. Comme il n'attrape pas la nuque, il va envoyer son uppercut et Dustin Poirier va l'esquiver de justesse, et c'est là que Dustin Poirier va marquer son gros knockdown avec son large crochet du droit. Ça a envoyé Charles Oliveira au tapis. Et c'est à partir de ce moment-là, alors là c'est assez bizarre, parce que je vais peut-être être contradictoire dans ce que je dis, j'ai l'impression que Charles Oliveira, dans un combat, il va commencer par le pied-point, et puis s'il se rend compte qu'il a du mal en pied-point, ou que c'est trop équilibré, ou qu'il est trop à risque, c'est là où il va commencer à implémenter sa lutte. Ok, certes, contre Chandler, il était mis à mal en pied-point dans le premier round, et au final, il s'impose dans le deuxième round avec son pied-point. Et ici, contre Dustin Poirier, on rentre dans le deuxième round, et on voit une recherche beaucoup plus proactive de l'amener au sol. Alors, je vais pas faire toute une grosse analyse sur la lutte et le sol de Charles Oliveira, sinon je pense qu'on en a pour 2 jours, je pourrais vraiment en parler très longtemps, mais il y a quelque chose que j'ai dit dans le Soum Soum que j'aimerais un tout petit peu... j'aimerais apporter des précisions par rapport à ça, c'est le fait que Charles Oliveira, c'est devenu un très très bon lutteur, et ce qui est dangereux avec lui, c'est qu'une fois qu'il est en lutte ou en grappling, une fois qu'il t'a collé à la cage,
il va soit partir avec une logique lutte, soit partir avec une logique grappling, et les deux sont très difficiles à gérer pour un adversaire. Ici, il fait très très bien son entrée contre Poirier, il a vraiment de très bonnes entrées, il a un tout bon timing, on l'a vu déjà amener ses adversaires au sol en takedown réactif, en shootant dans les jambes, donc plutôt en lutte libre. On l'a vu casser la distance contre Tony Ferguson suite à son coude une fois que son dos est à moitié exposé, donc très bon timing sur ses entrées, et il a autant des capacités, comme je le dis, en lutte libre, surtout en gréco-romaine comme ici, où il attaque à partir du body lock et du haut du corps, mais aussi simplement avec une logique grappling plutôt jiu-jitsu. Donc c'est dangereux partout, il y a plein d'éléments, il a une variété dans son jeu qui est assez difficile à gérer. Bref, je reviens à mes moutons, ici il a le body lock, il va faire un classique pour essayer d'amener ça au sol, et moi ce sur quoi je veux attirer l'attention, c'est que là on est plutôt sur une logique lutte. Alors je sais qu'en folk style, cette méthode existe, Ben Askren l'utilisait beaucoup, mais je pense que ça vient plutôt du grappling. Donc ce qui se passe ici, c'est que on a un overhand, ou le Weezer, certains appellent ça, du côté de Dustin Poirier. Pourquoi est-ce que Dustin Poirier garde ce bras à tout prix? C'est parce que s'il enlève ce Weezer ou cet overhand, eh ben, en gros, il offre facilement son dos à Charles Oliveira qui pourrait venir le prendre. La seule raison pour laquelle Charles Oliveira est incapable de venir chercher le dos de Dustin Poirier dans cette structure, c'est à cause de ce bras. Ce que Charles Oliveira va faire, ça va être absolument génial, même si c'est très logique. Alors, on va le voir étape par étape. En fait, je vais le montrer à partir d'ici. Là, ça, c'est le bras de Charles Oliveira qui est dans le dos de Dustin Poirier. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire passer son coude entre leurs deux corps ici, puis devant, et puis il va venir rechercher le dos. Et donc le bras de Dustin Poirier n'aura plus le contrôle du bras de Charles Oliveira. Il va vraiment passer entre les deux, ici, et puis il va pouvoir venir prendre derrière. Je vais le montrer séquence par séquence, ce sera plus facile à comprendre que mon explication, mais c'est important de le dire à l'avance. Donc là, on a toujours cette recherche d'amener au sol. Et voilà, ici, on va voir petit à petit le bras de Charles Oliveira apparaître. Voilà, donc ici, on voit toujours le Weezer, donc il y a toujours le contrôle de Dustin Poirier. Ça, c'est le coude ici de Dustin Poirier. Je ne vais pas dire qu'on le reconnaît au tatouage, parce qu'ils en ont tous les deux. Mais ici... Hop, voilà, c'est ici. Entre ces deux séquences, ici, on va voir le coude de Charles Oliveira apparaître. Hop, il va faire un genre de cercle. Là, il passe, il va venir au-dessus, hop, et puis il va venir prendre le dos, tout doucement. Voilà, donc ici, on voit très bien, le bras de Dustin Poirier n'a plus aucun contrôle sur Charles Oliveira, et le bras de Charles Oliveira va venir chercher le dos, ce qui va lui permettre de se diriger vers le dos de Dustin Poirier. C'est absolument magnifique comme prise du dos. J'ai dit beaucoup de dos cette fois-ci. Alors ici on se retrouve dans une situation assez intéressante où Charles Oliveira met une énorme pression sur Dustin Poirier, mais il se met un peu trop vers l'avant. Donc là il n'est pas spécialement en équilibre, il a un appui au sol seulement et le reste de son appui c'est sur Dustin Poirier. Ce qui lui permet de garder le contrôle de Dustin Poirier, c'est son genre de lock, ici, son body lock. Et son body lock repose en fait sur un contrôle au niveau des aisselles, mais surtout sur le fait que Dustin Poirier lui propose un genre de trapèze. Donc, il arrive à attraper Dustin Poirier, mais ce qui lui permet de garder le contrôle et de ne pas tomber, c'est le fait qu'il y ait un genre d'angle. Donc, ses bras ici rentrent à l'intérieur des bras de Dustin Poirier. Ce que Dustin va très simplement faire, c'est de la logique pure et ça va super bien fonctionner. Il a de l'écart entre les bras, il va juste tendre les bras, histoire que ça glisse, histoire qu'il n'y ait plus de contrôle du côté de Charles Oliveira. On va le voir en image ici. Il y a les coudes vers l'extérieur. Il va tout simplement tendre ses deux bras et les faire partir vers l'intérieur, de sorte à ce que Charles Oliveira n'ait plus de contrôle et glisse vers l'avant. Tend les bras et Charles Oliveira tombe. Tout simplement. Il lui a enlevé son grip, il lui a enlevé son appui sur lui, et comme il avait qu'un appui sur le sol et que son poids était vers l'avant, dès le moment où il avait plus d'appui en plus sur Dustin Poirier, ben forcément il est tombé vers l'avant. Ce qui nous amène à cette situation dont on se souvient tous. Alors il y a plusieurs points qui sont très importants à noter. Donc on a un Charles Oliveira ici qui menace une omoplata.
Et il y a beaucoup de gens qui ont discuté de cette situation. Est-ce que Charles Oliveira avait les doigts dans le gant de Dustin Poirier? Je pense que oui, et on en parle assez souvent. C'est un peu le mindset du champion. Donc il y a beaucoup de champions qui trichotent, qui sont à la limite de la triche, et c'est ça qui leur montre qu'ils sont prêts à tout pour gagner. Alors ici, qu'il ait les doigts ou pas dedans, voilà, je parle juste de mindset. Moi, ce qui est très intéressant, c'est ici ce contrôle de jambe. Il sait, grappleur expérimenté, soit Dustin reste dans cette position-là, et il essaie de sortir à partir de là, notamment en essayant de tendre son bras et de le faire sortir. Mais ici, évidemment, puisqu'il a un bon contrôle du poignet, probablement avec ses doigts dans le gant, il sait que cette option n'existe pas. Donc la deuxième option, en général, c'est de faire un cumulé. Quelle flèche dégueulasse. C'est de faire un cumulé vers l'avant. Quand tu fais un cumulé vers l'avant, tu sors de... C'est une façon de sortir de certaines kimura et c'est une façon de sortir de l'omoplata aussi. Étant donné qu'il sait que la deuxième option, c'est de rouler vers l'avant, il va essayer de contrôler la jambe ici. Si tu contrôles la jambe, tu contrôles la culbute, le cumulé avant, et donc tu contrôles la chute et ça te permet de récupérer un top contrôle. Ici, on le voit très bien, il était vraiment à la recherche de ce contrôle. Ici, il contrôle toujours la jambe. Il va changer d'angle avec son dos. Il vient chercher avec sa main le contrôle du genou. Il a absolument besoin de ce contrôle. Dustin Poirier, il sent ici. Là, on voit vraiment. Je pense qu'il y a vraiment les doigts dans le gant. Donc, il sent que sortir son bras n'est pas une option. Donc, il va rouler. Ici, il roule. Et là, on voit toujours ce contrôle de la jambe. Et du coup, le cumulé est un peu raté. Là, encore une fois, Charles Oliveira suit le mouvement, il a la jambe de Dustin Poirier à son aisselle, ça lui garde en contrôle, et ça lui permet de contrôler, voilà, ici on voit très bien, le pied de Dustin Poirier qui dépasse, il a le contrôle de la jambe, donc il ne sait pas rouler, et puis partir vers le centre de la cage, en libérant tout contrôle que Charles Oliveira a, et ça lui permet de venir récupérer une position dans la garde, et en fait, on se souvient très bien, qu'il a conservé tout le round dans la garde, et puis au deuxième round, ça s'est terminé. Alors ici, je vais faire une transition vers Justin Gaethje, c'est un peu ça. Donc pour moi, pour simplifier et vulgariser le combat, a priori, ça va commencer debout. A priori, Charles Oliveira va probablement se sentir confiant de dominer debout, et si ça va pas debout, c'est là où il va probablement chercher les amener au sol. Alors il y a ça m'importe quand même beaucoup de notifier que Khabib Nurmagomedov, il est extraordinaire en lutte. Et donc on a tous eu l'impression que la lutte défensive et le sol de Justin Gaethje sont tout simplement mauvais. Et c'est pas le cas. C'est juste que Khabib est juste trop fort. Il faut pas oublier que Khabib a manqué des amenés au sol contre Justin Gaethje. Et donc ici je vais expliquer et rentrer un peu plus dans le détail de la lutte défensive de Justin Gaethje, puisque dans le premier Tsum Tsum, j'ai pas pu m'exprimer davantage parce que c'est difficile sans support visuel. J'avais dit que c'était un des rares combattants de MMA qui utilisait les 4 lignes de défense qui sont utilisées en lutte libre et en folk style. Ouais, je vais y arriver aujourd'hui. Première ligne de défense, et ça c'est très simplement expliqué par une chaîne YouTube qui s'appelle Fundamental Wrestling, donc les fondamentaux de la lutte. La première ligne de défense, c'est la tête. Okay, la tête, c'est la première façon de défendre les tentatives d'amener au sol d'un adversaire en lutte libre et en folk style. J'y suis arrivé. En MMA, c'est pas utilisé, ou très peu, juste par Justin Gaethje, et comme je le disais, Henry Cejudo aussi à certaines occasions, c'est très peu utilisé parce qu'on ne commence pas à cette distance-là en MMA, et puis il y a les frappes aussi. Donc évidemment, défendre avec la tête, ça représente un gros risque sur les genoux sautés, les uppercuts et tout ce qui s'ensuit. Mais Justin Gaethje l'utilise tout de même. Donc ici, on va montrer, voilà, on défend avec la tête, ça permet d'empêcher l'adversaire d'accéder aux jambes et de compléter une amenée au sol. Ça, c'est la première façon de défendre. Deuxième ligne de défense, ce sont les mains. Okay, donc ici, il va simplement défendre avec les mains et stopper l'amener au sol. Les mains aux épaules, ça lui permet d'éviter et d'abord de stopper le mouvement vers lui de son adversaire. Ça lui permet en même temps de changer d'angle, ce qui va empêcher à son adversaire d'attraper ses jambes et de pouvoir compléter son amener au sol. Donc ça, c'est expliqué évidemment de manière vulgaire. Encore une fois, il y a plusieurs couches en lutte, mais de manière très très simple. Les deux premières lignes, c'est tête, main. Troisième ligne, ici on va le voir très bien, il essaye d'abord avec les mains. Son adversaire va retirer cette deuxième ligne de défense en poussant vers le haut, et ça va lui permettre de
utiliser la troisième ligne de défense, les avant-bras, et en MMA, souvent, les avant-bras, on va plutôt aller chercher les underhook plutôt que simplement bloquer avec les avant-bras. Donc, chez la plupart des combattants de MMA, ce sont les underhook, la première ligne de défense. Et finalement, on en arrive à la troisième ligne de défense qu'on connaît tous. Ah, j'ai oublié de montrer aussi. Un des buts, c'est d'utiliser une ligne de défense et d'essayer de rapatrier vers la première ligne de défense, donc vers la tête, avant de séparer l'action. Ici, il défend avec les avant-bras, et puis il vient recomposer avec une défense avec sa tête. Et la quatrième et dernière ligne de défense, si l'adversaire passe la première ligne, la tête, la deuxième ligne, les mains, la troisième ligne, les avant-bras, il va chercher à défendre avec les hanches, c'est tout ce qui lui reste, et donc là c'est la souplesse des hanches qui va jouer les changements de direction, et ça va lui permettre de sortir des tentatives d'amener au sol de son adversaire. Justin Gaethje, il utilise ça de manière vraiment merveilleuse. Il y a eu très peu de tentatives d'amener au sol contre lui à l'UFC. Alors je vais juste prendre des exemples de Khabib Nurmagomedov et de Michael Chandler dans le dernier combat. Nurmagomedov va feinter une amenée au sol, petit changement de niveau, et on va voir très très bien tout le jeu de Justin Gaethje en réactivité. Donc, feinte d'amenée au sol, Justin Gaethje, premier réflexe, il descend la tête. A priori, si Khabib attaquait vraiment l'amener au sol, sa tête aurait été justement à ce niveau-là. Il aurait juste cherché à aligner la hauteur des têtes. Et on voit d'ailleurs son deuxième réflexe, c'est la deuxième ligne de défense, les mains. Donc il vient d'abord mettre la tête et les mains, deux lignes de défense qui sont prêtes à empêcher l'amener au sol de Khabib Nurmagomedov. Forcément, il se rend compte qu'il n'y a pas le takedown qui arrive, et du coup il part sur du MMA, il va envoyer un bel high kick. J'apprécie énormément cette séquence. Ça paraît con évidemment, le high kick il touche pas, mais on sait jamais hein, si Khabib n'a pas le réflexe de mettre sa main vers le haut, ça pourrait surprendre et changer la donne du combat évidemment. Autre séquence, donc là on va voir la deuxième ligne de défense chez Gaethje, qui en MMA se transforme souvent en première ligne de défense, parce que si on commence à mettre la tête sans mettre les mains avant, ben on risque de prendre des frappes. Donc souvent en MMA, et principalement chez Justin Gaethje, sa ligne numéro 2 devient sa ligne numéro 1, et vice versa. Et ici on le voit très bien, on a un Khabib qui cherche à casser la distance, et on vient placer les mains, pousser, et ça empêche de casser la distance. Et donc en MMA, un striker ou quelqu'un qui veut rester debout, il ne doit pas juste empêcher les amener au sol, et c'est ce que Gaethje fait très très bien, c'est il empêche toute situation de grappling. Il empêche les amener au sol, mais il empêche aussi le clinch. On voit beaucoup d'athlètes qui empêchent les amener au sol, mais acceptent le clinch, et une fois qu'ils sont au clinch contre la cage, c'est là où ils ont un système pour sortir du clinch à la cage. Max Holloway, Israel Adesanya sont de très très bons exemples. Justin Gaethje, il veut même pas prendre le risque d'arriver jusqu'au clinch, il veut sortir à l'ouvert tant que possible. Donc ici, c'est un très très bon exemple. Cette séquence est vraiment au top. Donc, Justin Gaethje envoie son low kick. Khabib fait du Khabib, il attrape la single leg et puis il va venir chercher la double leg dans la réaction, en chaîne. On voit directement Gaethje qui ne cesse de bouger. Donc là, il a passé les trois premières lignes de défense. Il n'y a pas la tête de Gaethje, il n'y a pas les mains, il n'y a pas les avant-bras, il n'y a pas de underhook, rien du tout. Ce sont les hanches de Gaethje qui vont faire le travail. Ici, changement d'angle. Et une fois qu'il a la première opportunité, on voit Khabib qui remonte. Et que vient faire Gaethje? Il vient rétablir sa première ligne de défense, la tête, et ça lui permet de sortir. Grosse pression de Khabib qui vient rechercher l'amener au sol. Ici, on a un crochet qui manque pour Justin Gaethje. On vient chercher le body lock du côté de Khabib Nurmagomedov. Et de nouveau, on va avoir mouvement. Impossible d'attraper les hanches ici de Justin Gaethje, qui encore une fois va venir rétablir sa tête. Là, elle est du mauvais côté, donc il va passer en dessous. Hop. Et regardez la distance que ça crée, hein. La distance entre les hanches que ça crée, c'est vraiment ça qu'on dit en général, c'est face à un lutteur, de l'espace entre les hanches, c'est toujours une bonne idée. Hop, il passe la tête de l'autre côté, et il sort de l'échange au clinch. Khabib qui chasse, et de nouveau, Khabib qui essaye de casser la distance, chercher le clinch, bras tendu, deuxième ligne de défense, et d'ailleurs on voit hein, la tête qui est déjà prête à être aussi à même niveau que celle de Khabib, et hop, on se crée de l'espace. Ok, petite interlude.
le fait que Khabib ait réussi à amener Gaethje au sol 2 fois, c'est Khabib qui a un monstre. C'est pas Gaethje qui était mauvais. Gaethje a montré ici sur ces séquences qu'il avait vraiment un très bon système de défense en lutte. C'est juste que une fois que Khabib était vraiment bien entré dans les hanches, là c'est le début de la fin. Une fois que Khabib est là, personne n'arrive à défendre de toute façon. Et donc la grande question de ce combat, c'est si Charles Oliveira se sent en difficulté debout, est-ce qu'il va savoir casser la distance et provoquer un vrai clinch contre Gaethje et réussir à amener au sol? C'est là où il y a le gros point d'interrogation. Est-ce qu'il en est capable? Je pense que oui. Mais les deux sont tellement forts dans leur logique. Donc Gaethje empêcher l'amener au sol et Charles Oliveira casser la distance et amener au sol, qu'on ne le saura que samedi soir. Sauf si ça fait que du debout, et c'est ça toute la magie de ce combat, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce sera quoi qu'il arrive absolument splendide. Face à Michael Chandler, là aussi de très beaux exemples. Michael Chandler ultra explosif, shoot de loin, ça passe les 3 premières lignes de défense, et on va juste avoir une défense avec les hanches, c'est absolument spectaculaire, que les hanches, hop, étape par étape. Regardez la distance qu'il crée sur son sprawl ici. De nouveau, il y a une énorme distance entre les hanches. On voit toute la souplesse, toute la réactivité de Justin Gaethje. Et puis de nouveau, on rétablit la première ligne, tête contre tête. Ici, on le voit encore mieux, tête contre tête, distance entre les hanches. Et on est prêt à séparer l'action. Hop, juste voilà, action séparée. J'ai fait une belle pause, on dirait qu'il vient de le mettre KO. Round d'après, exactement pareil, gros shoot explosif de Chandler. Là, on a même un réflexe du côté de Justin Gaethje de venir chercher le underhook, on va appeler ça la 3e ligne de défense. Et déjà, ses hanches sont super loin. Donc il y a un shoot explosif, on voit vraiment tout le momentum de Chandler vers l'avant, et il sera absolument stoppé dans son élan. On voit, hein, il est juste devant le signe Monster. On a le sprawl, regardez là, où sont les appuis et la distance des hanches de Gaethje qui stoppe complètement l'élan. On voit d'ailleurs que maintenant c'est plutôt Chandler qui est en train de reculer. Il stoppe le mouvement. Chandler incapable de joindre ses mains derrière Gaethje. Gaethje qui vient justement prendre le contrôle, puisque ça c'est une des choses qu'il doit absolument faire, c'est empêcher que son adversaire ait le body lock, surtout Charles Oliveira. Et on voit qu'il a vraiment ses bons réflexes. Et ici, étant donné qu'il a le contrôle de poignet et qu'en plus de ça, de l'autre côté, il avait déjà placé son underhook en dessous du bras de Chandler, Chandler il cherche vraiment le body lock, il va pas y parvenir. Et hop, le underhook va monter vers le haut et ça va lui permettre de sortir sur un angle. Voilà. Il pousse avec son underhook, il passe sa tête en dessous, comme Dustin Poirier contre Charles Oliveira. On passe en dessous du single collar tie et ça lui permet de créer de la distance. C'est juste très très bon système de lutte défensive du côté de Justin Gaethje. Donc on a un combat absolument extraordinaire ce week-end. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. On s'attend à ce que ce soit très serré debout. On s'attend à ce que si ça aille au sol avec Charles Oliveira en top control principalement, ça aille à son avantage. Mais moi je rajoute vraiment cette question. Est-ce que Charles Oliveira sera capable d'amener Justin Gaethje au sol ? Pas aussi facilement que ce qu'on pourrait croire. Khabib nous a vraiment perturbé l'esprit par rapport à la lutte défensive de Gaethje parce que juste il est trop fort. J'ai l'impression que Charles Oliveira est également trop fort. Il a vraiment une lutte offensive incroyable dont on parle très très rarement. Mais est-ce qu'elle est au niveau de celle de Khabib ? Réponse samedi nuit. Merci à tous d'avoir suivi. On était sur La Sueur avec Chris Gunacht. À très bientôt tout le monde. I'm fucking coming for you!